Les soins palliatifs, c'est une démarche donc, de l'ensemble d'une équipe, à la fois médecins, médecins de famille, médecins de ville, médecins traitants, l'équipe hospitalière, les infirmières, les aides-soignants et la famille. C'est une démarche qui nous a demandé beaucoup de temps, qui est très compliquée, très difficile, et qui arrive parfois, et même assez souvent, à définir la limitation des soins, voire l'arrêt des soins. Mais les soins palliatifs, avant tout, ce n'est pas forcément la fin de vie. C'est aussi toutes les grandes défaillances d'organes, pulmonaires, cardiovasculaires, qui entraînent une réduction de l'activité et pour lesquelles tout a été essayé. Et la définition de Cecilia Saunders à Londres, qui est celle vraiment qui a pensé à la prise en charge de tous ces symptômes de fin de la vie, eh bien c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et c'est extrêmement important, et ça touche à l'intimité, et ça touche à la culture, et ça touche à l'aspect religieux des choses. Alors, voilà comment on peut concevoir les soins palliatifs. Là, en haut, c'est trop arbitraire. Les soins palliatifs ne démarrent pas quand le traitement curatif ne marche plus. Celle du milieu, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que dès l'annonce du cancer, on va apprécier la qualité de la vie et on va mettre en œuvre non pas des soins palliatifs, mais une réflexion de démarche palliative pour accompagner donc le patient. Et puis en bas, c'est malheureusement ce qui est fait trop souvent quand il n'y a pas les moyens curatifs. Il n'y a pas de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie d'exérèse ou de radiothérapie dans tous les coins du monde. Et il y a cette démarche palliative qui devrait prendre peut-être l'avant-scène, tout en gardant dans l'idée que ça ne doit pas faire abstraction de toute démarche curative et dans la pédagogie universitaire dire faites du palliatif car nous n'avons pas de curatif. Alors je voudrais vous montrer qu'est-ce qui est important. Ça nous semble être la douleur en première intention. Et la douleur, voilà cette étude européenne dans la douleur du cancer avancé, où on peut voir que dans 12 pays européens, chez près de 5000 patients, eh bien, s'il fallait conclure rapidement, c'est que les accidents douloureux, les accès douloureux paroxystiques, c'est-à-dire les exacerbations de douleur, sont très importants. Il y a la douleur de fond, en soins palliatifs, et il y a les accès douloureux qui surviennent sur cette douleur de fond. Et ce sont deux choses qui sont très différentes. La définition des accès douloureux, ce n'est pas une fin de dose. C'est pas je prends la morphine à libération prolongée à 8h du matin et à 18h, je ne tiens pas jusqu'à 20h, c'est toutes les 2 heures, j'ai mal. Ça, c'est une fin de dose. Ça veut dire qu'il faut augmenter la libération prolongée et ça n'est pas un accès douloureux paroxystique. Et puis on dit que le fond douloureux est bien contrôlé quand il y a moins de 4 accès douloureux par 24 heures. Alors, est-ce que c'est fréquent? Ben voilà les résultats. C'est 82%, c'est en 90% c'est en France et 62% c'est en Europe. 90% des patients sous traitement ont déclaré qu'ils présentaient des accès douloureux lorsqu'ils sont en soins palliatifs. Donc c'est vraiment très important. Je m'attacherai uniquement à ce pourcentage-là. Après, qu'est-ce qu'un accès douloureux finalement? Est-ce qu'ils ont tous la même cinétique? On peut matérialiser que chaque accès chez le même individu a une forme différente. Il y en a qui démarrent rapidement et qui sont au maximum. Et là, vous voyez que la moyenne, c'est à 7 sur 10. C'est donc sévère. Qui sont à 7, 8 en quelques secondes et qui vont durer 1h30. Il y en a d'autres qui vont monter progressivement et qui vont être à 7 eh bien, en 15 minutes et qui vont durer 30 minutes. Et chez le même individu, chez le même patient, il y aura des accès qui seront extrêmement donc différents. Et vous voyez quand même que ça altère considérablement le confort, puisque c'est 60% des patients qui disent que ça va altérer leur quotidien. Alors pour ça, on a beaucoup de recommandations. On a les Standard Option Recommendation, qui datent un peu, c'est 2002. En 2015, on est en train de terminer la nouvelle version, et je vais vous en faire part en avant-première. Ensuite, des recommandations des sociétés européennes de soins palliatifs, des recommandations de mise au point de la Haute Autorité de Santé. On a des recommandations aussi de groupe du travail des sociétés scientifiques françaises. Donc voilà en gros toutes ces recommandations. Alors finalement, s'il fallait conclure en quelques diapositives ces recommandations-là, on peut dire qu'il y a une douleur de fond, qu'il faut une forme à libération prolongée pour traiter la douleur de fond, que ça soit en palliatif ou pas en palliatif, donc chez le cancer, qu'il y a des accès douloureux qui ne sont pas maîtrisés par la douleur de fond, et vous voyez là qu'il n'y en a que 3 sur 24 heures, donc il faudra ne pas augmenter la morphine à libération prolongée, mais traiter ces accès. Alors, augmenter la morphine à libération prolongée, ça reviendrait à être en surdosage potentiel
sur plusieurs heures sur le nictémère. On peut traiter par la morphine à libération immédiate, mais vous allez voir que la morphine à libération immédiate n'est pas l'idéal, car elle ne correspond pas à la cinétique des accès douloureux. On est toujours en décalage, et que le principal, eh bien l'idéal, ça serait ça, c'est-à-dire avoir une couverture de fond et une couverture rapide des accès douloureux. Alors, on a bien évidemment les 3 niveaux de l'EMS. D'abord. Ensuite, on a différentes formes pour les formes de libération prolongée. Et là, on a les douleurs de fond stables et les pics douloureux en dehors des douleurs de fond. On a le skénon moscantin, on a l'oxycodone à libération prolongée, on a l'hydromorphone à libération prolongée, mais l'hydromorphone n'est réservé qu'aux cancéreux et quand tout a été essayé auparavant, ça n'est jamais de première intention. Et puis on a le durogésique, le patch donc transdermique, durogésique qui ne doit pas être proposé lorsque la douleur de fond est instable. Et l'autorisation de mise sur le marché de l'AMM, c'est douleur de fond stable. Mais moi, je n'ai jamais vu un cancéreux qui a une douleur de fond stable d'emblée. Quand il était naïf de morphine, il a une douleur de fond qui est instable. Et il faudra probablement, si on respecte l'AMM, passer par une période de titration pour savoir de combien il a besoin. Et vous avez les pics douloureux. Alors les pics douloureux, vous avez l'actiskénan et le sévadol, voilà, donc de la morphine, du sulfate de morphine, et vous avez les citrates de fentanyl qui ont transformé quand même les choses. C'est les citrates de fentanyl comme lactique, alors il y a aussi l'oxynorm et le ramorphe, pardon, qui vont être en dehors des citrates de fentanyl, et vous avez les transmuqueux, en transmuqueux et en pulvérisation nasale, et c'est ça qui est un réel problème. Alors, prenons un patient vierge de morphine et essayons de le titrer. On va commencer par 30 mg à libération prolongée toutes les 12 heures. Puis on va lui donner, pour les accès douloureux paroxystiques, dont je viens de parler, 10 mg à prendre si besoin à libération immédiate. Il prendra 30 par 2 matin et soir, donc 60 sur 24 heures. Là, c'est lui qui va décider, il n'en prend que 4. Donc il prend 40 donc interdose, et il aura donc consommé 100 mg. Donc on sait qu'il a besoin à J1 de 100 mg au départ, 50 matin et soir, et non plus 30. Là, il ne consomme que 2 interdoses donc à 10, donc 20 mg. Il a donc consommé 120, donc on sait qu'à J2, c'est 60 par 2 qu'il faudra donner. Voilà cette phase de titration que l'on peut concevoir. Si on démarre par un patch durogésique, ce qui n'est pas recommandé, là on donne un patch à 25 et des interdoses de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le point à 72 heures. Si le patient a pris durant les 72 heures quotidiennement par 24 heures plus de 4 interdoses, ça veut dire qu'il faut augmenter la posologie du traitement de fond et on passe à un patch à 50. Si ce n'est pas le cas, on reste à 25. Alors après, tout revient à dire mais de combien il a besoin d'interdoses, puisque vous avez un patch à 50, et c'est du gamma-E, c'est du fentanyl, et comme c'est les doses de morphine pour les accès douloureux, c'est 10% de la consommation de 24 heures de morphine, il faut faire un calcul assez sophistiqué du gamma-E de fentanyl en milligrammes de morphine par 24 heures pour faire 10%. C'est très compliqué. Alors je vous propose un moyen mnémotechnique extrêmement simple. Vous avez des patchs à 25, 50, 75, 100, et les interdoses, c'est 10, 20, 30 et 40. Donc on sait que quand vous avez un patch à 100, l'interdose, c'est 40 mg, toutes les 4 heures, si besoin. Je vous dis que la morphine n'est pas l'idéal. En effet, vous voyez que la durée d'un accès douloureux, en moyenne, c'est 25 minutes. Le voilà. Le début d'effet de la morphine est à 25 minutes par voie orale. Le pic est à 50 minutes et la durée de la morphine à libération immédiate est de 200 minutes globalement. Donc on n'est pas adapté au pic douloureux et on est toujours en décalage. Alors ce qu'il faudrait, c'est trouver et c'est ce que nous avons maintenant à disposition, les nouvelles voies d'administration, les voies transnasales, car la muqueuse transnasale est de dimension, je dirais des bêtises, je ne me souviens plus, mais c'est plusieurs centaines de mètres carrés possibles pour diffuser un principe actif. Et là, il y a des différents nez, je dirais, différents nez dont certains qui sont particulièrement connus, d'autres moins connus, mais pour lesquels il y aurait une grande facilité d'absorption de ces citrates de fentanyl en pulvérisation nasale. Mais je ne fais pas de politique. Alors vous avez ces citrates de fentanyl par voie transdermique en application. Vous voyez cet enfant qui est un enfant brûlé et qui a le visage reposé et qui est tranquille, et on lui fait ses bains, ses détertions et ses greffes de peau. Il y a un sublingual et il y a dans le sillon gingivo-buccal. Voilà l'actique, l'abstral, l'effeintora. Il y en a un autre, le récidivite, qui vient de sortir. Donc maintenant les massifs.
Et vous avez les transmuqueux par voie nasale, c'est l'instanil et c'est le pectate. Et ça, c'est particulièrement intéressant, donc l'ensemble est intéressant, car ça a la cinétique d'une intraveineuse. Et donc, on fait un shit dans la narine et ça marche donc très rapidement. Donc voilà toutes ces formes disponibles, donc je passe sur tout ça. Pour arriver à l'indication à l'AMN. L'indication, c'est chez le cancer, chez des patients qui sont traités par au moins 60 mg de morphine par jour, au moins un patch à 25 gamma tous les 72 heures, donc la douleur de fond bien maîtrisée, et on leur donne la possibilité de prendre, en cas d'accès douloureux, ces citrates de fentanyl. Les règles, c'est de commencer par la dose la plus faible. Ensuite, on va attendre en fonction de ce que l'on a pris. Par exemple, un shit intranasal, on attend 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, eh bien, ça n'a pas marché, on peut recommencer un shit de la même posologie. Je prends un 100 gamma, j'attends 10 minutes, ça ne marche pas, je refais un 100 gamma. Je sais qu'au prochain accès douloureux, ça sera un 200 gamma qu'il faudra prendre. Et là, on n'est plus sur la consommation des 10% de 24 heures. On est sur l'identification de l'une des posologies, quelle que soit la consommation de la morphine à libération prolongée. Alors, voilà, ces pulvérations nasales ont été étudiées en cas de mucite, il n'y a pas de problème. En cas donc de bucco-gingivite, il n'y a pas de problème donc non plus. La durée, ben, c'est la même, c'est celle de toutes les opiacées, c'est 28 jours en délivrance, c'est le mois européen, 4 x 7 28, en délivrance fractionnée. Et pour terminer, je vous demanderai, c'est mon avant-dernière diapositive, je vous pose une question. J'ai pris cette photo, c'est un champ d'opium. Où est-ce que je peux prendre cette photo? Certains pensent Pakistan, Afghanistan, en anglais on pense que c'est Maroc, Colombie. Je vais vous donner une indication. Regardez cette photo. Il y a une indication sur cette photo. Ce sont ces pylônes qui sont dans le fond. C'est donc un pays quand même... Eh bien, c'est en France. La France est le premier pays producteur d'opium au monde à visée médicinale. Pas dans d'autres indications qui sont des indications qui ne seront pas médicales. Et il y a 235 champs d'opium en France, répartis sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie de votre attention.